Salut à tous! Frisson garanti cette semaine dans Ciné, Séries et compagnie grâce à une émission spéciale fantastique. Entre surnaturel, horreur et merveilleux, nous allons vous entraîner avec délice dans les dédales d'un genre à la diversité inégalée. Madame et Série s'est intéressée au phénomène Game of Thrones, la série la plus regardée au monde. Entre contes médiévaux et récits fantastiques, elle a su brillamment s'affranchir des frontières entre les genres. Nous avons rencontré pour l'occasion Night Shyamalan de Sixième Sens à Split, son nouveau film. Le réalisateur indo-américain continue d'explorer des histoires décalées et bien mystérieuses. Autant dire qu'entre ciné mystique et angoisse, Sophie a joué à se faire peur. Oh mon Dieu! D'ailleurs, c'est quoi le fantastique? Science-fiction, héroïque fantasy, film de monstres, de zombies et autres vampires. Isabelle Claire nous aide à y voir plus clair avec I Love Fantastique. Science-fiction, horreur, épouvante, qu'est-ce au juste que le fantastique dans le cinéma et la série? Come in. Avant d'aborder son histoire inspirée de la littérature, élaguons les faux amis. Le fantastique n'est pas la fantaisie. À ma gauche, le fantastique. Un monde normal dans lequel apparaît le surnaturel qui chamboule l'existence des personnages. Mais pas forcément des loups-garous, hein. Exemple, un jour sans explication, 2% de la population mondiale disparaît et le lendemain, il faut faire avec. Ou plutôt sans. À ma droite, la fantaisie, imagination en anglais. Un monde imaginaire, donc, dans lequel la magie existe, mais qui peut être aussi troublé par le surnaturel, même s'il est tacite. Si la fantaisie peut passer pour un sous-genre du fantastique, elle n'est pas la seule. Le fantastique faisant souvent appel aux monstres, aux vampires, à l'étrange, bref, à l'extraordinaire, ses frontières sont floues et englobent bien d'autres styles. Depuis Robertson et son fantascope avant l'invention du cinéma, puis Méliès et ses effets spéciaux, l'expressionnisme allemand des années 20, le merveilleux des années 40, le fantastique aime se nourrir de ses terreurs contemporaines. Les années 50, par exemple, sont une véritable manne pour le genre fantastique américain avec le péril rouge et ses menaces. One day I stayed to see a movie called It Came from Outer Space, and as a kid, these movies really stuck to me. You have to remember this is the 1950s. It's the atomic fear era. We were taught that every airplane that flew over might have a Russian bomb in it that was going to drop on us and blow us up. But going to the movies and seeing 1950s science fiction movies about giant atomic mutated monsters and stuff were all metaphors for what we were really thinking could possibly happen. À la même époque, la télé secoue les téléspectateurs qui n'ont pas fini de frissonner devant leur petit écran car côté série, le genre n'est pas en reste et ne cesse de proliférer. 40 ans après les premiers épisodes de la 4e dimension, Twin Peaks redonne ses bases au fantastique. L'irruption du surnaturel dans un monde normal, avant que les showrunners ne se laissent à nouveau happer par la fantasy et la SF. De son côté, la Hammer, une société de production cinématographique britannique, s'approprie le genre dans les années 60, lui offrant enfin la couleur, celle du sang, un aspect gothique, de l'érotisme et des bandes-sons marquantes. Depuis, le fantastique est partout et a fait des petits, aussi bien dans le cinéma que dans la série. Le merveilleux, le gore, l'étrange, les slashers qui poursuivent les ados dans les bois et les zombies, bien sûr. Rick, why don't you take your axe? Cut your son's left arm off. Pow! You told us to get ready to fight. I can now. La science-fiction, quand elle n'est pas trop rationnelle, peut aussi faire partie du fantastique, et avec elle le space opéra, le cyberpunk, le post-apocalyptique ou encore l'anticipation. Amnesty International estime à plus de 2000 le nombre de tués par vos essais pharmaceutiques cette année. Nous n'avons tué personne, ce sont les accidents. C'est le candidat idéal pour une démonstration. Décidément trop vaste pour lui coller une étiquette, retenons du fantastique qu'il part toujours du réel, qu'il évolue selon les peurs contemporaines et politiques et qu'il est souvent issu des terreurs liées à l'enfance. I was scared of virtually anything when I was a boy. And making movies, not only thrillers, but making movies in general have helped me to bury many of my fears. Et oui, le surnaturel, les monstres, Jason, Freddy, sont autant de croque-mitaines issus des cauchemars enfantins, la nourriture même du fantastique. Les enfants voient ce que les adultes ne voient pas.
Comme Stephen King, le maître incontesté du genre se tue à nous le dire depuis tant d'années. Alors ce soir, entre 2 épisodes de Westworld, laissez donc la lumière allumée et ne tentez pas l'enfant qui sommeille en vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si sage. Il y a 17 ans, il s'imposait avec son thriller surnaturel Sixième Sens. Mais un surnaturel suggéré, savamment distillé. Avec M. Night Shyamalan, le mystère est élégant, la peur sourde et l'irruption du fantastique au service d'une quête de soi et de sens. Et même si cet enfant de Hitchcock et Spielberg s'est parfois égaré, son retour fracassant en 2015 avec The Visit, un film d'horreur à petit budget, a prouvé une fois encore que Shyamalan excelle à jouer avec nos nerfs. What the hell was that? Et quand il offre à James McAvoy, dans Split, sa nouvelle pépite, le rôle d'un homme atteint de troubles de la personnalité, le surnaturel n'est jamais loin et l'effroi à son comble. You're a master at dealing with the unknown. Do you remember how it started? Because your 2 first movies were kind of family stories. Did something happen in your life? You know, that's funny if you say that like that. I think you probably can look at all my films and put them in 2 categories. Family movies and then kind of, you know, thrillers. And the thrillers are kind of the format of the unknown, right? Pushing the darkness of the unknown. When I was a kid, I was always trying to scare my cousins. I'd always like do a Ouija board or something, or tell them there's a serial killer loose in the neighborhood and I don't know, I think he's outside. Like, I would always do that. And then I'd have a friend be outside and like scraping the window and then everyone would be screaming and I'd be like, ah. I definitely had that mischievous side. And were you easily frightened yourself? Yes, I was. I was a fraidy cat. What was your greatest fear? You know, every fear you can imagine I've had. So I used to have a big dog, a big German Shepherd, and he used to sleep in my room with me because I was so scared. And I'd have him sleep right by the bed just in case. So if he was sleeping soundly, I would feel, okay, nothing's gonna happen. But if he like sat up, I would suddenly be like, oh my God, did someone coming up the stairs? Why is that such a pleasure as a director, as a writer, to play with our nerves, to bring us to strange atmospheres? You know what? It's actually a biological thing. When we get scared, right? Something frightens us. All our senses get heightened. We're very present, right? So if there was a loud noise in the room right now, we would become very present. If you can use fear to talk about other stuff and to do higher level storytelling, I love it as a tool. I mean, I obviously love it. What I really love about your movies is that it's never about shocking effects or big effects. It's always about suggestion and it's much more elegant. But could you imagine one day to develop another personality and make, I don't know, a pure horror movie with zombies and gory stuff? When you say that, I think of like Night of the Living Dead, you know? That's the classic zombie movie of all time. And yet for me, that was really about people that we don't understand and, you know, all of those things. And so I just find it a profound, a genre that can be profound. So I guess the answer is no. I can't ever just do a one-dimensional version of it. It always needs to be kind of metaphoric. I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? Why did you wait so long before you talk about dissociative identity disorder? Yeah, I don't know. That was a subject for you. It's a perfect subject. I've always wanted to make it. I wrote this character 15, 16 years ago. So a bunch of the scenes that you saw in the movie were written a long time ago. I have the handwritten versions of them, and I pretty much shot them the same way. But I don't have a good answer other than it represented a time of my life that I was writing, and I wanted to do other things. And I have in a journal, I have all these ideas for movies, and sometimes they speak to you at a certain time in your life, and I don't know, it spoke to me right now. There's a flower on the pillows, a flower in the bathroom, like we're important. Who is that? Maybe she can help us. We're here! We're in here! Don't worry. He knows what you're here for.
He's not allowed to touch you. He knows that. Last time we met, you told me about the importance of religion in your upbringing to explain why your movies often have a very deep spiritual level. This time, the starting point is a scientific theory. Are you becoming rational? Or Even the way you phrased it right now made me think of my family, because my parents and all my uncles and aunts are doctors. So they're all medically trained scientists, and yet they're religious, and they have the Indian kind of, you know, they believe in this and that, and they believe in ghosts, and they believe in this, and they pray, all the things that, with the science. So I've always been raised with both sides of it. One of my other gods of writing is Michael Crichton. And Michael Crichton was a doctor, right? And then he would do kind of like, he would tell you 10 facts, science facts, but one of them is BS. One of them's made up, but you don't know which one it is. And he goes, this, and this, dinosaurs on an island. And you're like, oh my God, this dinosaurs can be on an island. This is incredible. And in that same way, I love using science to ground you. It's as much as I can make you believe these things could happen is the fun of it. what do you believe in? I believe in our own personal power. If I had an issue with religion, and I do, is this idea that what's great about you is outside, as opposed to the flip, which is saying there is this incredible, beautiful thing inside you, incredible, powerful thing inside you. An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. What will happen when he unlocks the potential of his brain? There is no limit to what he can become. You know, I find this whole connection between the mind and the body kind of magical, you know? Science cannot explain the placebo effect. The placebo effect, you know, where I give you a sugar pill, and if we gave it to 100 people, 10 people cure themselves from that, they go, oh yeah, that's just what happens. No, that's not what happened. How did the cells actually change from cancer to not cancer? How did it actually go away? The disease go away because of thoughts. Keep going with that. What if we believed we were supernatural, what could we do? Tonight is a sacred night. You will be in the presence of something greater. The world will understand now. The beast is real. We have a little tradition in the show. Okay. Is to give you the last word of Okay. this interview. Maybe just your favorite word, I don't know. Well, Whatever you I want. just I'm gonna put the first word that came to mind when you said that. Okay. Is that okay? Perfect. I don't know. Faith. Since we were talking, the things we were talking about. Exactly. Depuis maintenant 7 ans, une série bat tous les records de visionnage. How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. Cette série, c'est Game of Thrones, mélange savant entre drame familial, conte médiéval et récit fantastique. Et c'est bien parce qu'elle a brisé les frontières entre les genres que celle que l'on surnomme désormais Goth séduit un public aussi large. Cette semaine, Madame et Série s'intéresse à la façon dont les éléments fantastiques se sont imbriqués dans cette saga sans pour autant nous empêcher d'y croire. The time has come. Time for what? For you to become me. But am I ready? No. Les personnages qui peuplent Game of Thrones vivent dans un monde qui ne croit plus à la magie et au surnaturel. La série n'appartient pas au genre fantasy, pour lequel chaque incursion hors norme, des dragons aux sorciers et autres créatures étranges, est totalement normale, comme c'est par exemple le cas dans Le Seigneur des Anneaux. L'auteur George Martin n'a pas suivi les traces de Tolkien, et plutôt que d'installer ses lecteurs et son public au sein d'un groupe de personnages tous unis dans un même but, il a préféré les éparpiller et en faire des êtres en errance. L'apparition des White Walkers à la fin du pilote de Game of Thrones, mais aussi celle des dragons de Daenerys, sont des événements fantastiques et ils sont considérés comme tels par les personnages.
C'est également pour cela que longtemps, ces apparitions étranges se font en périphérie du monde de Goth. Elles n'ont pas le droit de pénétrer sur le territoire de la normalité. La série invite au retour du merveilleux et en cela, elle parle directement au public. Qui ne rêve pas de voir son monde banal être transcendé et bousculé, qui ne rêve pas de tout remettre en question et de voir le monde réinventé. Game of Thrones nous a doucement habitués à un monde différent, comme elle y a habitué ses personnages. Alors tout nous paraît possible, même le retour à la vie de Jon Snow. Sa renaissance, Jon Snow la doit à Mélisandre et à ses incantations. La prêtresse est un des personnages les plus intrigants et puissants de la série, mais sa 6e saison la montre sous son vrai visage, celui d'une femme vieille de plusieurs centaines d'années. Mélisandre devient alors l'image parfaite de ce qu'est la série, un mélange de réalisme et de fantastique qui compte sur l'illusion et l'envie de croire. Pour cela, Game of Thrones construit ses propres mythes et les inscrit dans un univers sans cesse renouvelé, mais dont la base reste la même, liens familiaux et lutte de pouvoir. Stand at the head of our army where you belong. Show them what Lannisters are. What we do to our enemies. Nous avons tous tremblé d'effroi devant notre télé en regardant Les Contes de la Crypte ou plus récemment American Horror Story ou Outcast. Mais la tendance du moment, ce sont les creepypasta. Vous ne savez pas ce que c'est? Vous allez tout savoir sur cette nouvelle vague d'horreur dans la loi des séries. Et les Français, dans tout ça, eh bien, ils donnent libre cours à leur imagination, car ils ont compris que seul le fantastique peut faire vrai. C'est la démarche de Gilles Marchand dans son nouveau film « Dans la forêt » qui nous entraîne aux confins du conte entre Shining et La Nuit du Chasseur. C'est dans le Scream parfait. Et en France, le cinéma fantastique doit beaucoup à la revue Starfix, née dans les années 80, qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma de genre. L'un de ses membres fondateurs, Doug Edline, nous raconte l'histoire de ce magazine culte dans l'extra interview. Au début des années 80, naissait Starfix, magazine cinéphile fondé par une bande d'accros au grand écran. Ses fondateurs se sont imposés comme les défenseurs acharnés de tous les cinémas, des grands films hollywoodiens aux plus obscurs films de zombies traités avec la même passion. Fantastique, policier, film de guerre, fantasy ou western, tous les genres sont passés sous la plume de ces journalistes en herbe, devenus scénaristes, bédéistes ou réalisateurs, comme Christophe Gans, Nicolas Boukrieff ou Doug Edline. 25 ans après l'arrêt de ce magazine devenu culte, son épopée est racontée dans Starfix, Souvenirs du futur. Et ces souvenirs, Doug Edline les partage avec nous. Quand je l'ai lu, je vous ai imaginé, vous, cette bande-là, un peu comme une bande qu'écrirait Stephen King. Un peu comme une bande de... C'est hyper gentiment que je dis le club des losers. Ce fameux club des losers qui aime ce que n'aiment pas les autres, qui aime les petits trucs de niche, qui regarde des trucs dans sa cave et tout. Est-ce qu'il y avait un peu ce côté-là? Oui, il y avait un côté secte des cannibales. Oui, il y avait un truc qui faisait qu'on était... différent, je pense, de beaucoup d'autres gens qui étaient eux aussi cinéphiles, mais qui étaient soit sur un versant plus classique de la cinéphilie, un espèce de mainstream critique qui était de bonne aloi à l'époque. Et puis il y avait parallèlement des gens qui étaient beaucoup plus bis que nous, beaucoup plus sur vraiment axés à fond sur les films gore, les films d'épouvante. Bon, voilà. Et nous, on était en fait un peu entre deux et préoccupés de découvrir des choses que, si possible, les autres n'avaient pas vues aussi. On essayait vraiment de défricher, de trouver des trucs dont personne n'aurait parlé.
tout en mélangeant nos bases qui étaient quand même pour beaucoup d'entre nous de la cinéphilie classique, c'est-à-dire on était quand même, je pense en particulier à Christophe Gans, on était quand même très férus de grands cinémas hollywoodiens et ça allait jusqu'au film muet. On s'intéressait aussi bien à Fritz Lang dans sa période muette que Murnau, que Raoul Walsh, John Ford, Howard Hawks, Hitchcock et les cinéastes qui étaient les contemporains du moment où le journal a été créé et qui étaient encore en pleine activité et au meilleur de leur forme. Je ne sais pas, Dario Argento, par exemple. Bon, voilà. Donc c'était un spectre très large. La moyenne de la rédaction, c'était une moyenne d'âge de, je sais pas, 19, 20, 21 ans, par là, quoi. Et c'était une vie collective de cinéphilie absolument démente, quoi. On passait notre temps à être dans le cinéma, à parler de cinéma, à se raconter les films qu'on avait vus, à essayer de se donner l'envie d'aller voir les films que les uns avaient vus et pas les autres. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à défendre parfois des trucs très improbables sous la foi des enthousiasmes des uns ou des autres. C'était marrant. Notamment un texte sur Rambo là, que je lisais dans le livre qui est extrêmement spontané, mais qui fait aussi, je pense, aujourd'hui, en tout cas avec la culture Internet, qu'on aime des journalistes. Oui, mais on était à bloc, hein, c'est pour ça. C'est juste parce qu'on était à fond. Et donc, effectivement, quand on se retrouvait avec Nicolas, on s'est retrouvé à cette fameuse projection avant-première de Rambo c'était au Palace à Paris, donc, qui est une boîte de nuit de folie à l'époque, où tout d'un coup on se retrouve dans une salle et l'attaché de presse ne nous avait pas prévenu, et c'était la projection pour le journal Tétu. Donc on était dans une salle pleine de gays bardés de cuir avec des tatouages partout, des casquettes Village People, et on regarde Rambo. Alors là, évidemment, la salle était chauffée à blanc, et donc nous on est sortis, ce film extraordinaire et tout. Il y avait un espèce d'enthousiasme collectif monstrueux, quoi. Donc c'est vrai que du coup après les papiers, c'est aller à fond pareil et tout ça, et on était à fond sur tout, quoi. On était à fond sur Mad Max. Ça pouvait être dès que le film nous emballait, voilà. Il faut lire les papiers de Christophe Gans sur Argento, c'est à tomber par terre. Il y a une telle volonté de convaincre et d'utiliser une argumentation extrêmement sophistiquée pour faire passer le message. C'est très brillant, hein. Moi, je trouve que c'est des choses... voilà, c'est juste la force de conviction qui emportait le morceau. Il y a tout un passage sur la fin du livre où vous écrivez des papiers très personnels sur des choses qui vous ont touché, que ce soit... Alors, on a du Buffy contre les vampires, on a un peu de tout, des choses plus contemporaines. Et vous avez choisi de rendre hommage à Bowie. Sad love deep in your eyes, a kind of pale June. Open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. Il y a un des films de mon enfance qui est Labyrinthe, que j'ai vu, je sais pas, 7 milliards de fois. Cette touche-là, cette magie-là qu'il y avait dans Labyrinthe, elle a disparu et j'ai l'impression que c'est la seule chose qui a vraiment disparu du cinéma. Aujourd'hui, c'est d'apprendre à parler aux enfants et aux jeunes intelligemment, poétiquement. Oui, poétiquement. C'est-à-dire que les moyens techniques ont quand même évolué d'une façon énorme et ça permet de faire beaucoup plus de choses intéressantes. Sauf qu'on ne fait pas des choses personnelles intéressantes, généralement, ça peut arriver. Enfin bon, je ne veux pas une telle différence entre les animaux fantastiques, spin-off de Harry Potter, produits manufacturés, industriels, et le film de Scorsese avec le petit orphelin dans la gare, Hugo Cabret. Pour moi, c'est la même came, c'est la même production industrielle, sauf qu'il y en a une qui est signée par Scorsese et l'autre par David Yates. Mais on n'est pas dans la singularité. Willow, le monde fantastique des nains, mon Dieu, mais qui irait faire ça aujourd'hui? C'est absurde, ça n'existe pas. Enfin, on ne peut plus faire des trucs comme ça, effectivement. C'était un imaginaire très, très bizarre, tous ces films. Labyrinthe, exactement, très bizarre. Est-ce que Starfix, aujourd'hui, accueillerait de la série? Oui, probablement. Starfix a accueilli plein de formes qui étaient débutantes au moment où le journal s'est fait. Le vidéoclip, la pub, les jeux vidéo. Moi, Breaking Bad, ça m'a bouffé pendant 3 mois où j'étais là-dedans jour et nuit. Je pensais qu'à ça, je revoyais les épisodes 2-3 fois avant de passer au suivant. Bon, c'est vrai que c'est une implication forte quand la série est forte. Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. Les gens qui fabriquent ces séries, et je pense à Vince Gilligan, pour le coup, le créateur de Breaking Bad, c'est un énorme cinéphile. Est-ce qu'en regardant Breaking Bad, vous vous êtes dit, mais évidemment, il a regardé tel film, mais bien sûr, ce cadre... Oui, il a certainement avalé
énormément de films noirs, beaucoup de westerns. Il y a des scènes où voilà, ça fait penser à L'Enfer est à lui avec James Cagney. Enfin, il y a des tas de choses qui sont référentielles. Évidemment, pour le décorum, ça fait penser à certains Peckinpah. Il y a des tas de choses qui viennent d'ailleurs, mais il a une capacité à synthétiser qui est extraordinaire, ce gars. Moi, je suis très admiratif. Vous dites à la fin de votre papier sur Bowie que c'est à sa mort que votre jeunesse s'est envolée, enfin, que vous avez cette sensation-là. Est-ce que le cinéma, ça vous maintenait dans cette jeunesse? Oui, le cinéma doit donner un peu, ça doit infuser un peu quelque chose de vital, oui, forcément. Qu'on en soit spectateur ou fabricant, il y a forcément une espèce d'onde de choc qui passe et qui vous maintient à peu près réveillé. Il ne faut jamais arrêter de réfléchir sur le cinéma, ni de voir des films, ni d'aimer les films. Cette année, Doug Headline sortira Midi Minuit, une BD mettant en scène des journalistes très cinéphiles. Et oui, quand on est starfixiens, c'est pour la vie. Cette semaine, dans la loi des séries, on apprend un nouveau mot. Creepypasta, légende urbaine violente née sur Internet. Le mot creepypasta vient de creepy, qui veut dire effrayant, et de paste, de l'expression copy-paste, soit copier-coller, en référence à la diffusion à outrance de ces histoires morbides sur Internet. Jeff the Killer, l'ado tueur en série aux yeux brûlés, ou Ted the Caver, empreint des hallucinations macabres dans une cave recouverte de mystérieux hiéroglyphes, font partie des contes que partagent les internautes qui aiment se faire peur. La télévision s'est évidemment emparée de ces phénomènes pour les raconter. L'an dernier, Sci-Fi lançait la très inquiétante Channel Zero, creepypasta autour de Kendall Cove, un programme pour enfants qui les pousse au crime et d'une créature qui se nourrit de leurs dents de lait. Do you sense it? Something is coming. A strange vessel headed for the cove. Welcome to Kendall Cove. Are you okay? Are you okay? Dans la grande tradition du fantastique, les creepypastas voient des éléments surnaturels bouleverser le réel et en faire un cauchemar. What people do? Never seen again. The blackest suit. Plus récemment, HBO a consacré un documentaire au Slenderman, cet homme immense aux bras pendants et au visage sans traits, qui attire les enfants dans la forêt et leur réclame des sacrifices humains. En 2014, la fiction a rejoint la réalité quand deux adolescentes du Wisconsin ont tenté de tuer leur camarade de classe pour la lui offrir. Slenderman, a faceless ghoul. Les séries font régulièrement référence à cette figure de Criminal Minds à Buffy, qui mettait en scène les gentlemen bien avant la traîne d'Internet. En 2009, la web-série Mabel Hornet traitait déjà du Slenderman. Are you okay, Alex? I'm fine. Put it back, please. Fine. Grâce à la rapidité d'Internet et à l'imagination sans borne de ses utilisateurs, les creepypastas offrent un puissant fond d'histoires passionnantes à raconter et à regarder avec la lumière allumée. Why would they re-air that? That show used to give me the worst nightmares. Those puppets? I used to have this really weird recurring dream. They would just be screaming. Well, that was an episode. No, not possible. It was a nightmare I had. You're not leaving the house. Pas facile, chaque semaine, de trouver un cinéma qui fait bouger les lignes. Le cinéma de genre est un bon vivier pour découvrir un cinéma d'auteur, c'est-à-dire un objet de contre-culture qui bouscule les a priori dominants. Avec son troisième film Dans la forêt, Gilles Marchand, à la manière de Lynch, déforme le réel pour faire naître l'étrange
et le fantastique afin de nous interroger sur notre identité. Tu l'as revu? Celui qui t'appelle le diable? Papa est pas rentré. C'est la dernière fois que tu le vois. Tu sais que t'es différent, pas vrai? Tu vois des choses. Gilles Marchand, on peut dire que vous faites un cinéma de genre, mais de quel genre? Alors, je me pose pas beaucoup la question de la case où je suis, enfin, effectivement, de l'étiquette qu'on doit mettre après. C'est vrai que j'aime quand les frontières deviennent un peu plus floues et j'ai toujours l'impression qu'il se passe des choses, voilà. Quoi? Je peux te poser une question? Tu crois que le diable existe? Si certains films sont habités, les vôtres sont hantés. Mais ils sont hantés par quoi? Pour ce film-là, pour moi, c'était peut-être dans le point de vue d'un enfant pour retrouver des sensations qu'on a, je pense, quand on est enfant et où le monde est à la fois plus fantastique. Enfin, on l'a moins rationalisé. Tout est susceptible d'être merveilleux ou éventuellement effrayant. Regarde-le, concentre-toi et demande-lui dans ta tête de se retourner vers nous. Vas-y. Quelles sont les caractéristiques de réalisation d'un film de genre? Une des principales pour moi, c'est qu'il y ait des scènes importantes qui se passent de nuit. Pour moi, c'est presque une obligation pour aller vers l'imaginaire. Après, qui dit nuit dit façon de traiter la nuit. Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'elle est baroque? Est-ce qu'on sent les projecteurs? Et l'autre chose à laquelle je pense pour ce film-là, qui était une de mes demandes auprès de Jeanne, la Poirie, la chef-op, c'était des reflets dans les yeux qui soient un peu exagérés, enfin qui soient presque du manga. Les yeux sont le miroir de l'âme, enfin on a l'impression à la fois de voir à l'intérieur des gens, de s'y refléter soi-même. Voilà, j'étais un peu obsessionnel. Quand on est attentif à votre film, on voit qu'il n'y a presque pas de musique. Elle est exonérée du récit. Alors, pourquoi? Et est-ce que vous avez travaillé des effets sonores? Alors, les effets sonores, en l'occurrence, sont de la musique. Enfin, c'est un musicien contemporain qui s'appelle Philippe Scholler qui a composé la musique du film. Elle émerge très progressivement. J'aimais l'idée qu'on ne s'aperçoive pas de la place qu'elle se met à occuper. Donc ça me plaît plutôt que vous disiez, il y a presque pas. En fait, c'est une musique un peu, comment dire, tellurique, archaïque, enfin qui fait gronder des choses de l'intérieur, qui peut être très forte en puissance par moment, mais qui ne... J'ai l'impression qu'elle nous envahit et pour le coup qu'elle nous hante ou elle nous habite plus qu'elle illustre ou qu'elle accompagne ou qu'elle nous... Enfin, c'est aussi un type d'émotion, mais c'est pas une émotion sentimentale. On devrait partir. Tom! Quand on écrit et on met en scène un film de genre, comme vous le faites avec Dans la forêt, on se pose la question de l'ambiguïté de la mise en scène? Sur ce film-là, c'est tout le temps. C'est-à-dire que je voulais à la fois que les choses fantastiques dont vous parlez puissent être objectives parce que je pensais qu'il fallait prendre au sérieux le fait que l'enfant les voyait. Et en même temps, ça m'intéressait de passer comme ça dans les sentiments qu'on a de choses effectivement qui jouent de l'ambiguïté, de réel, pas réel, normal ou très bizarre. Et au fond, ça crée, je pense, une espèce de tension, quelque chose qu'on peut considérer comme inconfortable par moment, mais qui est aussi, pour moi, une espèce d'ouverture sur des choses qu'on a tendance à ne plus voir. Est-ce que l'ouverture, Gilles Marchand, elle vient du fait que vous faites un cinéma de genre, mais vous ne vous éloignez pas
du réel. J'ai même l'impression que le réel, c'est votre point de départ, c'est votre point de convergence plutôt qu'un point de vue fuite. Le fantastique, c'est une extrapolation du réel. Là, je parle de ça lié à l'enfance, mais le cinéma, pour moi, c'est une façon aussi d'aller visiter des choses qui sont éventuellement proches, effectivement, comme vous dites, dans le réel, mais qui nous dépassent en même temps. Et qu'on ne sait plus regarder, en fin de compte. Qu'on ne sait plus regarder, oui. Dans ce film fantastique, on y croise un monstre. Alors, de l'écriture à sa réalisation, comment sa forme a trouvé sa représentation définitive? Je voulais qu'il soit tout à fait humain et en même temps qu'il fasse possiblement peur. Et je voulais... Mon intuition était que si on le regardait furtivement, s'il ne faisait qu'apparaître, il faisait très peur. Et que si on le regardait dans les yeux plus longtemps, on pouvait être touché par lui. Donc c'est un monstre qui est, disons, un peu de la famille des Freaks de Todd Browning, mais qui sont des monstres humains. Voilà. Est-ce que quand on fait un cinéma de genre, Gilles Marchand, plus que pour tout autre cinéma, on prend en compte dès l'écriture le public et qu'on cherche sa réaction? Moi, je pense toujours au spectateur. Ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il imagine, ce qu'il n'imagine pas. Et en même temps, il y a une part évidemment d'incertitude très grande. C'est une espèce de pari. Quand on fait un film, j'ai l'impression qu'on veut rentrer dans les méandres du cerveau. Et c'est normal que ça commence dès l'écriture parce que pour moi, c'est le geste de la mise en scène qui commence. C'est pas on raconte une histoire sur du papier, puis après on réfléchit à comment on la raconte en film. Pour moi, le scénario, c'est le premier geste de la mise en scène. Gilles Marchand, pourquoi filmez-vous? Je filme pour essayer de créer un monde qui soit presque réel. Enfin, et que ce monde, il est à la fois dans nos têtes et en même temps, il existe vraiment. Ciné-série et compagnie spéciale fantastique, c'est bientôt fini. Un coup de chapeau à une toute jeune maison d'édition Super 8, spécialisée dans le genre, toute une série de livres à dévorer sans modération. Et puis si vous goûtez vraiment les atmosphères étranges, rendez-vous ici à la galerie Flac, près de Beaubourg à Paris, pour découvrir Paléo, l'expo photo consacrée au duo artistique Maroni-Wanely. Et la série flippante à regarder en ce moment, c'est évidemment The Walking Dead, dont la 7e saison reprend du service tous les lundis sur OCS. Et dès la semaine prochaine, on prolonge. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de plus fantastique que le réel, puisque nous avons croisé la route de celui qui, depuis plus de 30 ans, pratique sa foi parmi les fantômes, le réalisateur Kiyoshi Kurosawa. On se quitte avec le grand gagnant du dernier festival du film fantastique de Gérardmer Grave de Julia Ducournau. Premier long métrage, attention âme sensible, interdit aux moins de 16 ans. Mais on ne peut pas résister à l'idée et de vous offrir quelques images particulièrement appétissantes. À la semaine prochaine.